Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Sarah, merci d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis ravie de te recevoir. Nous sommes dans un café, on peut le préciser, donc c'est pour ça qu'il y a des petits bruits de café. Sarah, tu es une femme plurielle. Je pense qu'on peut te définir comme une comédienne aujourd'hui, mais tu es également auteure. Tu fais des conférences, tu fais plein de choses. Et tu es une one-woman show, puisque tu as fait 3 spectacles, 2 qui étaient plutôt sur l'amour et 3 qui étaient sur l'adaptation d'un livre que tu as écrit qui s'appelle « Sarah, 30 ans, mon cancer, même pas peur ». Je vais te demander sans plus tarder de te présenter si ça ne te dérange pas, autant d'un point de vue perso que pro, en nous disant que ce que tu as envie de nous dire. Très bien. Merci déjà à toi, Estelle, de m'accueillir. C'est un plaisir d'être avec toi. Donc, je m'appelle Sarah Pebro. J'ai coupé en Sarah Pep pour la scène parce que c'est plus facile à retenir. On est d'accord. Le temps que j'appelle mon nom, j'ai perdu mon auditeur ou la personne en face de moi. Donc, autant regarder, c'est mieux. Donc, Sarah Peb. Sarah Peb. Ouais. Et donc, oui, je suis comédienne, humoriste et auteure. J'ai fait en effet des one-woman shows sur la loose de l'amour et puis la roue a tourné. Ouais. Donc, je suis passée à la loose de la santé. Ouais. Donc j'ai eu un cancer du sein et donc j'en ai fait en effet ce livre et un spectacle Cas surprise. Ouais. Et puis j'ai d'autres projets par ailleurs en tant que comédienne et j'ai eu un petit arc-en-ciel après tout ça. Donc j'ai eu la grande chance d'avoir un très beau miracle, un bébé après Une petite fille de 2 ans, c'est ça ? Exactement. Ouais. Sarah, quel a été ton parcours en fait, indépendamment, on va bien entendu reparler du sujet de ton 3e spectacle qui s'appelle Cas surprise, mais voilà, j'ai cru comprendre que tu avais travaillé en agence de com avant de te lancer dans le One Woman Show, enfin en tout cas dans la comédie. Voilà, tu viens d'où, pourquoi la com C'est une bonne question. Ça n'était pas prévu. C'est amusant parce que c'est la com qui n'était pas prévue finalement, qui était sur mon parcours. C'est que j'ai su très tôt que je voulais être comédienne, mais je n'étais pas du tout dans une famille d'artistes. Donc on allait au théâtre, je voyais beaucoup de films. Mes parents ont toujours aimé le cinéma, le théâtre. Donc j'ai découvert comme ça. Et j'ai découvert le théâtre aussi en voyant ma sœur prendre des cours de théâtre. C'est-à-dire que j'avais vu des films et des pièces de théâtre et tout à coup, je la voyais elle sur la scène à l'école et je me disais tiens, ça veut dire qu'on peut le faire. Elle le fait, donc c'est en tout cas l'envie est venue comme ça et ça a pris un peu plus de temps que prévu. Donc je suis passée par j'ai quand même négocié de faire un stage au Cours Florent l'année de mon bac. J'ai dit à mes parents je pars pas en vacances à Noël, je veux faire mon stage au Cours Florent s'il vous plaît. Donc j'ai réussi à le faire et j'ai eu des bons retours qui ont fait que j'ai commencé là-bas après et dans un autre cours de théâtre et j'avais la fac en parallèle. Donc j'étais en fac 2. J'étais à la Sorbonne à Paris 4 en lettres modernes spécialisée en médias. Donc c'est là que la com a commencé, mais tout doucement. Voilà. Okay. Mais pour moi, très clairement, c'était le théâtre et la fac, c'était à côté. D'accord. Dans mon état d'esprit, parce que de toute façon, même en termes d'heures, j'étais aussi dans un conservatoire d'arrondissement, en plus de Florent. Comme ça, j'avais un enseignement privé-public. Je me disais, comme ça, je fais ma tambouille, voilà. Et pendant mes années étudiantes, en fait, j'ai eu des premières expériences au théâtre et au cinéma. J'ai commencé à ce moment-là à faire des petites choses. Et j'ai réussi à jouer le mariage de Figaro qu'on a fait à la Sorbonne. En fait, par un contact plus par mes trucs de théâtre, on a réussi à jouer dans le superbe amphi de Paris 4. Magnifique. Qui était incroyable, où je jouais Chérubin. Très rôle. Et du coup, la com, t'y es venue à peu près quand ? J'y suis venue en fait sur la fin de mes études, c'est-à-dire que je suis allée jusqu'en maîtrise de lettres modernes spécialisée en médias. J'ai fait un an de stage où j'étais aux éditions Marabout. Ouais. À la com, du coup, avec Anne Chapironiel. C'était une très chouette rencontre. Et ensuite, en fait, c'était un peu étrange, mais pour la faire courte, j'ai fait un DEA com et médias à Dijon.
pourquoi pas en même temps. Okay. Mais pourquoi voilà. Dijon En fait, j'espérais faire un truc de DESS là, en alternance avec Marabout. Je sais plus pourquoi, ça n'a pas pu se faire de leur côté, mais du coup, au niveau des dates, j'étais un peu en panne, enfin, tout entre deux trucs, et je voulais pas perdre encore comme je venais de faire un an de stage. Et donc j'ai eu cette possibilité de DEA où j'avais un directeur de recherche qui bossait en entreprise par ailleurs, donc j'ai réussi à faire un DEA assez, un mémoire de recherche assez en entreprise en fait. D'accord, ok. Et j'ai fait mon stage de fin d'études chez Publicis. D'accord. Donc, et à la fin du stage, je suis pas la seule, hein, mais on a été beaucoup être embauchés parce qu'il y avait plus de juniors. D'accord. Et je ne sais pas pourquoi sur le coup j'ai dit oui, parce que pour moi en fait en clair c'était je finissais enfin le bac +5 et puis j'allais enfin être comédienne. En fait j'avais coché la case pour mes parents, pour tout le monde. Ouais. Je n'étais pas le un petit canard qui avait décidé de faire autre chose. J'avais fait les études et voilà. Et sur le coup je peux pas dire. Je pense que ça m'a rassurée, comme tout le monde, de se dire j'ai un travail, j'ai un CDI et voilà. Mais j'ai passé 4 ans là-bas. Et qu'est-ce qui a fait que t'es partie ? Je me suis rappelé que j'avais un rêve et que j'étais un peu jeune pour y renoncer. Ouais. Et je faisais le soir et le week-end, j'étais avec une troupe amateur. Ouais, c'est ça a repris. Ouais. D'accord. J'ai pas du tout pu au début, j'étais beaucoup en com de crise. Je suis arrivée dans une équipe où il fallait des personnes qui parlaient anglais, donc ça tombe bien, c'était mon cas, mais je me suis retrouvée avec des sujets passionnants, mais bon, comme de crise, c'est un rythme en agence assez intense. Ouais. Donc t'as pas le temps de te poser de questions. Non. Donc c'est très bien, t'es dans un flux de travail, tu rentres à 23h, tu bosses le week-end, t'arrives à 8h, enfin voilà, bref. T'es dans le flux du travail et du coup, et je dirais que c'est les amis, parce que je trouve que les amis, bon t'as la famille aussi, mais les amis pour moi ont une importance une place très importante dans ma vie. Bien sûr. C'est la famille de cœur que tu te choisis et ils sont toujours de très bons conseils. Et j'ai une amie un soir qui m'a dit mais ton rêve c'est d'être comédienne, qu'est-ce que tu fais ? Ça me remet dedans. Et je me suis dit c'est vrai en fait, pourquoi ? Et donc j'ai démissionné. Ah carrément. Ouais. C'est beau. T'as même pas je négocié sais pas, la petite rupture conventionnelle. Mais même pas en plus, je suis bête. Au contraire, non, moi j'admire honnêtement. Je suis assez dit, partisane de ça. Je me suis dit en fait c'est moi qui décide de partir à un moment. Enfin voilà, ça se passe bien, mais je pars et donc voilà, j'ai parti fin 2009 et voilà. Et qu'est-ce que j'avais fait ? Non, c'était là. Alors ce qui est amusant en revanche pour l'anecdote, comme c'était du coup j'ai dû commencer début 2010 à me mettre dans mon nouveau métier, c'est que je me suis quand même dit au début je me donne un an. J'ai dit à tout le monde je me donne un an pour voir, mais ça met beaucoup plus de temps en fait de créer toutes les choses et tout. Bien sûr. Donc j'ai assez vite refait des petites choses au cinéma et des trucs très cool aussi. Enfin j'ai joué dans Switch de Frédéric Schoendorfer où je faisais une flic du 36. Avec Besson aussi j'ai vu. Et avec Besson Besson dans The Lady. The Lady, ouais. Qui est sur l'histoire d'Aung San Suu Kyi en Birmanie. Ouais, bien sûr. Donc c'était chouette d'être dans un film engagé comme ça. En anglais, mais il m'a demandé un accent français, donc je précise. Parce que là, ça sera pas évident avec le film de se dire que je parle bien anglais. J'avais pas l'accent d'Oxford, donc on m'a dit l'accent français. J'ai dit, merde, j'ai pas le bon accent. Un peu plus américain, moi. Donc ça collait pas. Donc parce que t'es partie vivre à New York pendant un temps, t'es allée te former là-bas. Oui, je suis partie, pendant, oui, j'ai pas voulu te faire trop long, mais ouais, dans ton expérience, juste après quand Publicis. Non, avant en fait, tu vois, je continuais toujours en parallèle. Ah, ok. C'est-à-dire que pendant ma vie étudiante, en maîtrise, t'as un peu moins de cours à un moment. Tu dois faire ton mémoire de stage. Et t'es partie à New York. Et je suis partie à New York à ce moment-là. Et donc c'est là que t'as eu envie de te former au One Woman Show. Non, alors ça c'est venu plus tard, c'est après Publicis ça. D'accord, ok. À New York, c'était plus sur le côté performeur, danse, chant, théâtre, et apprendre une autre façon de jouer. D'accord. Et non, en fait, c'est en partant de Publicis, certes, c'est des expériences géniales au cinéma, mais enfin, c'était incroyable, mais ça prend peu de temps en fait, donc faut faire d'autres choses. Ouais. Donc j'ai bossé pas mal en boîte de prod télé chez Carson Prod grâce à une amie, tu vois, ma copine Caro. Pour faire mes heures, pour refaire mon intermittence. Et en parallèle, je retrouve une amie, Rosalie, qui s'était lancée dans le One Woman Show. Donc je vais voir, je dis, c'est super ton spectacle. Elle me dit, mais je travaille avec des amis comédiens, joins-toi à nous. Je dis, super, c'est vrai que c'est un peu solitaire comme métier. Moi, j'aime bien voir les gens. Et donc, je vais les voir et elle me dit, en revanche, il faut chacun bosser un texte. Donc, on se retrouve entre humoristes. Et moi, j'arrive avec un texte de Philippe Mignana, parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup. Donc, je fais mon truc sur les Miss. Et on me dit, c'est super, Sarah. Mais en fait, le concept, c'est qu'on écrit les textes. Je dis, super. J'ai écrit des poèmes quand j'étais petite, comme tout le monde. Je ne sais pas écrire. Et donc, j'ai bien été forcée. Et donc, j'ai écrit, au début, c'était même pas les 7 conseils, c'était les 12 conseils pour trouver le bon mec et le garder. Ouais. Parce que j'étais donc célibataire, dans la loose de l'amour. Et voilà, donc, et j'en ai fait un spectacle qui était les 7 conseils. Il y en avait 7 qui étaient importants pour lequel, le premier le garder. Comment ? Le premier, c'était lequel ? Je sais plus. Attends.
Oh là là, la loose. Il n'y en a même pas un dont tu te souviens? Ah si, il y a montré à son homme qu'il est le plus fort, même dans les plus petits trucs du quotidien. Et c'est genre, t'as ouvert le frigidaire. Voilà. Il y avait ça, le premier. Ça marche souvent. Ça marche pas mal, ça. Très bien. Je vois très bien. Je t'en trouvais quel était le premier? C'est marrant, pourquoi je ne trouve pas le premier? Non, mais c'est pas très grave. Voilà. On en a déjà un, c'est une bonne idée et ça peut plaire et servir à beaucoup de monde. Oui, je pense. Ici, sur le frigo. Ça fonctionne bien. S'extasier. Alors, je voudrais qu'on arrive un petit peu à ton spectacle Cas Surprise. Ouais. Donc, comme tu dis, tu es passé de la loose de l'amour à la loose de la santé. Ça t'est arrivé à 30 ans. On t'apprend que tu as un cancer du sein. Oui. C'est une déflagration, c'est un choc. À 30 ans encore plus. Enfin, à l'époque, tu n'as pas d'enfant. Pas de mec non plus. Ouais, pas de mec. Comment tu prends les choses tout de suite d'un coup là? Parce qu'en fait, c'est à l'occasion de quoi? T'as eu une douleur? Rien. C'est pour ça que moi, je dis les filles, allez chez votre gynéco, s'il vous plaît. J'allais juste chez ma gynéco parce que j'avais plus d'ordonnance pour ma pilule. Or, comme beaucoup de filles, on s'est fait dépanner pour avoir... Tu passes à la pharmacie, tu demandes une plaquette de pilule, on te dépanne. Pour une plaquette, on te dépanne et tu as plusieurs pharmacies, tu as ta plaquette pour tout le mois. Enfin, je pousse le trait, mais tu as toutes tes plaquettes. Donc, j'en ai plus, donc je ne vais voir ma gynéco que pour ça. Heureusement, elle me fait un palpé et là, elle voit un kyste. Mais alors, elle est grande détente, donc elle me dit, vous avez un truc, c'est rien. On va faire un examen, mais c'est rien. Donc, pas d'urgence. Donc, moi, j'attends un mois pour faire le truc parce que je bosse en boîte de prod télé à ce moment-là. Donc, j'ai un gros rythme. Je suis repartie dans un gros rythme même dans ma vie artistique. Et du coup, je fais pas l'examen et c'est au moment de la mammo qu'on me dit... on va faire une écho. Je me dis, c'était pas prévu, peut-être c'est fait exprès. C'est normal. Et après l'écho, j'attends très longtemps en salle d'attente. Tu sais, quand la salle d'attente se vide, bon, tu comprends, j'entends qu'ils appellent ma gynéco. Je me dis, ça sent pas bon. Et eux, déjà, voyaient un truc pas net. Enfin, eux se doutaient qui me disent IRM et biopsie. Elle me dit, non, c'est rien. Je fais une ponction. Elle me dit, vous pouvez attendre le début d'année. On est début décembre. Je me dis, non, on est fin novembre. Je me dis, je vais m'en débarrasser quand même. C'est peut-être pas, je vais faire ça avant Noël. Et elle me dit, la fille de la ponction, elle vous aura pas de place avant janvier. Je dis, je tente. Donc, j'arrive à avoir un rendez-vous. La fille de la ponction me fait la ponction, me dit, c'est rien. Donc, moi, je me dis, c'est rien. Et veille de Noël, j'ai ma gynéco qui m'appelle et qui me dit, faut venir tout de suite à mon cabinet, c'est pas bénin. Donc, voilà. Et je dis surtout ça pour dire, je n'ai pas vu le truc arriver. Donc, au moment où elle me balance le truc, c'est pas bénin. C'est un cancer du sein. Ouais, déjà, c'est pas bénin et t'as 24 heures. Donc, les 9h du matin, elle te donne rendez-vous le lendemain à 9h. Donc, il y a tout dans ta tête qui passe. Tu sais rien. Et j'y retourne le lendemain matin, aller au rendez-vous accompagné. Moi, j'étais avec ma mère parce que là, en fait, on est forcément, même si je suis quelqu'un de très positif, ça reste quand même un choc. Et elle me dit, on va pas tourner autour du pot, c'est un cancer du sein. Vous voulez du Lexomil? Voilà, dans l'ordre. Donc le Lexomil, pas tout de suite comprendre peut-être, et je crois que je comprends rien en fait, parce qu'on m'a trouvé un truc depuis le début, on me dit que c'est rien, moi c'est des médecins, je leur fais confiance, donc je comprends pas ce qui m'arrive. Mais c'est pour ça que c'est bien de ne pas être seule et d'être accompagnée. Donc, Et qu'est-ce qui se passe après? Déjà, le truc que je me dis malgré le choc, c'est je me dis ok, je comprends qu'il y a un truc et je vais me battre. Je me battrai jusqu'au bout. C'est quand même le truc que je me dis tout de suite. Tu me rappelles, je suis dans le rendez-vous, il y a ma mère à côté. Écoute, juste après, j'avais rendez-vous chez le coiffeur, j'y suis allée quand même. C'est une manière de se battre. C'est une manière, prendre soin de soi, on pourra en reparler, mais c'est une manière de se battre, ouais. Et en plus, ma coiffeuse Muriel, je la connais depuis des années, c'est une amie, voilà, donc c'est un moment cocooning. Et puis, je pense que je comprends pas pendant un moment ce qui se passe. Et puis, tu sais, c'est la trêve des confiseurs, donc entre Noël et le jour de l'an, il se passe rien. Donc, on m'a opéré que le 15 janvier. Et en fait, c'est que quand on t'opère qu'on sait vraiment ce qu'il y a. Donc après, j'ai eu l'opération, puis radiothérapie. J'ai eu la grande chance de pas avoir de chimio. Ça a été discuté, mais finalement, c'était pas nécessaire parce que elle avait que 20-25% de trucs invasifs, ma tumeur. Donc, en revanche, elle était hormonale, donc j'ai eu 5 ans d'hormonothérapie. Et c'est là où c'est les Kinder surprises du traitement, c'est que tu ne sais jamais. Comment tu vas réagir? Il y a plein de... Non, tu sais pas, en fait, on te le donne comme si c'était de la vitamine C. Le truc, ça te met en ménopause pendant 5 ans, tu peux pas avoir d'enfant. Mais c'est pas non plus une voie de contraception, donc faut qu'on te mette un stérilet. Parce qu'en fait, si tu tombes enceinte sous ce traitement, tu fais des bébés pas formés. Tu peux tomber enceinte, c'est juste que c'est des bébés pas formés. Donc on te pose un stérilet. Pas hormonal, parce que si t'as un truc hormonal, ça va te faire rechuter. C'est un traitement qui peut créer des cancers de l'endomètre, qui moi m'a créé de l'endométriose.
qui m'a fait... maintenant, j'ai un truc pour la thyroïde. Bon, ça, c'est pas grave, il y a plein de femmes qui en ont, mais j'ai fini mon traitement, 50 traitements avec 5 de TSH. Donc, c'est pas vraiment dans le... Donc, t'as un peu, en fait... La moyenne de TSH, tous les trucs... 0, je sais pas combien, non ? Ouais. Donc 5, c'est c'est beaucoup. Et la radiothérapie, par exemple, tout bête, mais on m'avait pas prévenu qu'on faisait des vrais tatouages. Bon, c'est pas des... Comme ils te diront, c'est bon, c'est rien, c'est des points. Oui, mais enfin, entre des marques au feutre qui partent et des points, en fait, donc t'as des points. C'est, ouais, j'ai vu. T'as l'impression d'être Prison Break. C'est ça. Non, mais alors ce que je disais aussi, c'est que du coup, sur un mec, ça fait Prison Break, c'est sexy, c'est cool. Ouais, sur une fille, c'est petit accident de la vie, quoi. Et ça dure 6 semaines, non ? Non, ça dure 3 mois et demi. 3 mois et demi, 3 mois et demi de radiothérapie. Ouais, et tu peux pas Non, c'est 5 jours par semaine, t'as pas le week-end. Et tu ne peux pas du coup prendre de bain, il faut faire gaffe, t'as en effet des marques au feutre en plus. T'as un espèce de cellophane collé dessus sur ton torse, donc en fait tu peux pas prendre de bain, faut prendre des douches rapides, pas de piscine, pas de mer, rien. Enfin voilà, faut pas que ça se... Ouais. Sans interruption. Ouais. Donc tu as des rayons tous les jours. Ouais. Après c'est court par rapport à la chimio, tu vois, c'est des trucs, c'est beaucoup plus court. Comme ce qui est fatigant, c'est d'y aller tous les jours et que ça a quand même des effets, l'air de rien. Après c'est beaucoup plus léger que la chimio, ça se compare pas, mais j'ai eu énormément de chance. Mais je trouve que c'est bien d'en parler quand même. C'est pas anodin, quoi. Que les gens le savent, tu vois, comprennent concrètement ce que c'est, parce que finalement tant que t'es pas concerné, tu sais pas. Non, c'est ça. Ouais. Mais il y a une petite photo de palmier dans la salle de radiothérapie, donc ça essaie de t'emmener ailleurs. Ce qui a été, ce que tu décris tout au long de ton livre, c'est l'humour en fait. C'est par l'humour que tu as décidé, indépendamment de la force et de l'envie de te battre et du courage, etc. C'est un peu tellement simple à dire et tu vois, même en t'en parlant comme ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu galvaudé de dire ça, mais... t'as décidé de prendre le contre-pied en te disant je vais rire de ça, je vais faire en sorte de me battre. T'étais comédienne à l'époque déjà, donc t'avais peut-être ça en toi déjà, la fibre de comédie, tu l'avais déjà en toi, mais c'est vraiment par l'humour que t'as réussi à t'en sortir, que tu complètement lunaire. Dans ton livre, on est autant touché qu'on rigole. Enfin, il y a des scènes qui nous paraissent complètement lunaires. Mais lunaire, enfin moi quand je me suis dit mais c'est pas vrai, elle raconte un mytho. Enfin tu vois, je prends un exemple, c'est justement si tu me parles de tout ce traitement qui t'empêche d'avoir des enfants normaux, etc. À un moment tu poses la question à un médecin en lui demandant, donc un médecin homme, je sais pas si ça aurait été différent si ça avait été une femme, mais tu lui poses la question clairement, voilà, est-ce que tout ce traitement va m'empêcher d'avoir des enfants ? Et il te répond je ne comprends pas votre question. C'est-à-dire que Puis après, même, il n'y a pas que cet exemple, mais tout au long de ton livre, en fait, on a un peu l'impression que tu parles à des handicapés cérébraux. Enfin, tu vois, c'est sans vouloir je n'incrimine personne parce que je pense qu'ils sont confrontés à la misère du monde toute la journée et que c'est pas facile à vivre. Mais toi, quand tu es malade et victime, c'est pas évident d'avoir face à toi des gens qui sont quasiment robotisés, enfin, qui comprennent même pas que tu leur parles de sujets qui sont au-delà des rayons, au-delà du traitement, etc., quoi. Donc, quel est ton ressenti là-dessus ? Parce que tu as aussi des beaux exemples, je pense, quand même. Enfin, tu as aussi des gens qui ont, durant ce parcours-là, dans le corps médical, qui ont été sympas, cool et attentifs. Mais voilà, quel regard tu portes là-dessus, finalement, avec le recul ? Avec le recul, alors... Je comprends que ce soit pas facile pour eux. On ne demande pas qu'ils soient trop éponges, ils doivent se protéger, mais je pense qu'il y a un minimum. Et que je pense que les médecins sont spécialistes d'un domaine, ils vont régler ce problème et ce qu'il y a autour, on règle pas. Ouais. La fertilité, c'est un gros sujet quand tu as un cancer à 30 ans. C'est un problème qu'on n'en ait pas parlé. Ça, pour le coup, c'est un vrai problème. Moi, c'est aussi pour ça que je témoigne, que ce soit à travers le livre ou le spectacle, c'est que mon histoire soit utile à d'autres. La fertilité à 30 ans, c'est un vrai sujet quand on a un cancer. Donc, sachez-le, si ça vous arrive, ou si vous avez une amie, dites-lui qu'elle peut demander à congeler ses ovocytes. Moi, ça a été une bataille. Et moi, on me l'a pas proposé dans le corps médical. C'est ma sœur qui était enceinte de ma petite étoile, qui m'a fielle. Au moment où j'étais dans les traitements, j'ai fait une baby shower pour elle. Et elle avait parlé à une de ses amies de ce que je traversais. Et cette amie, très discrètement, vient me voir à la baby shower et me dit, tu sais, j'ai une amie, elle a fait de la radiothérapie, comme toi, elle a pas eu de chimio, mais avant les rayons, elle a pu congeler ses ovocytes. Tu devrais demander. J'y aurais jamais pensé toute seule. T'es déjà en train de te battre pour ta vie, quoi. Enfin, c'est pas. C'est fou, quoi. Ouais, mais c'est t'es pas là-dedans. Si j'avais pas demandé. Ah ouais. Et après, ça n'a pas suffi. Après, ça a été une bataille et j'ai réussi à le faire. En revanche, mes médecins ont réussi à trouver l'endroit où j'ai pu le faire.
Parce qu'on te file des hormones quand même quand tu non, vas. Non, alors justement là, je l'ai fait sans prendre d'hormones, donc c'était pas sûr que ce soit des ovocytes très viables. Mais tu ne pouvais pas faire le traitement hormonal. Je pouvais pas faire le traitement hormonal et j'ai réussi à avoir Là, en revanche, une fois qu'on s'est compris avec mon médecin, il a trouvé un super médecin pour faire ce prélèvement. Mais en revanche, on l'a fait un peu à l'arrache entre les rayons. Après l'opération et avant les rayons. Donc, tu dois enchaîner normalement parce que les rayons, en fait, ils assurent de stériliser un peu la zone. Donc, si tu le fais pas assez vite, tu prends des risques que ça ait le temps de se recréer les cellules. De se propager. Exactement. Et donc, j'ai eu ce temps un peu réduit pour le faire, mais j'ai réussi à le faire. En revanche, on me les a prélevés comme ça, sans savoir s'ils étaient mûrs, sans savoir s'il y en avait assez, si c'était bien. Mais je l'ai fait. Donc après, pendant les 5 ans du traitement, je savais que j'avais ça au congélo. Je savais pas si j'en aurais besoin ou pas, mais de savoir que tu as cette possibilité-là, ça t'aide beaucoup. Pendant les années de traitement où toi, tous tes amis ont des enfants et toi, voilà. T'es en ménopause artificielle pendant ces années. Mais au moins, tu sais avant la ménopause. Tu vois, je connais déjà les bouffées de chaleur, les prises de poids que tu contrôles pas, tout ça, quoi. Dans ton livre, t'aurais pas 2-3 anecdotes à nous faire ressortir. Enfin, en même temps, c'est ton spectacle aussi, tu vois, mais je sais que ça fait un peu archétype de te demander ça, mais voilà, 2-3 souvenirs saillants que tu as envie de partager. En positif comme en négatif, hein, pas forcément. Voilà, j'ai compris que ta maman avait été extrêmement présente. Maman et que ça, était là tout le temps. Indispensable pour toi. Ouais. Parce que finalement, tu n'avais pas à l'époque de compagnon. Ouais. Donc heureusement qu'elle était là. Ouais, heureusement qu'elle était là. Ma mère, c'était ton pilier. Mon pilier, mon plus. Et j'aurais pas pu traverser cette épreuve sans elle. Donc merci maman, ça c'est un extrait du spectacle. Qu'est-ce que j'aime en les réactions maladroites, là on n'en a pas parlé parce qu'on était sur les médecins, mais alors l'entourage peut être maladroit. C'est-à-dire donc par exemple on m'a dit oh bah ça va, cancer du sein, bah ça sonne comme une grippe. Non. Si. C'est pas vrai. J'ai envie de dire bah écoute, je prends ta grippe, je te passe mon cancer. C'est pareil, kiff kiff. Quelle horreur. J'ai eu non bah ça va, c'est un cancer du sein. Moi tu vois, j'ai une tante, elle c'est un cancer du foie. Bah elle c'est grave quoi. Ok. Ou moi j'ai tellement peur d'en avoir un. Bah écoute, je suis en plein dedans, donc j'ai eu des réactions un peu maladroites. Des maladresses terribles. Ouais. Après moi je les excuse, je les comprends dans le sens où je pense que la maladie ça fait peur. Donc en fait, plus ils relativisent ce que tu as, plus la maladie s'éloigne d'eux. Donc c'est mieux. Et voilà, je pense que c'est un truc de protection. Ils savent pas comment faire. Ou alors tu vas mourir. Bah écoute, je n'ai pas prévu. Mais je te tiens au courant. C'est pas dans mon programme. J'ai pas prévu ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Bah, je faisais Non, mais ça, c'est vrai, je le faisais. C'est pas dans le spectacle, mais j'ai regardé dans le livre. Je faisais la pom-pom girl pour aller en séance de rayon. En fait, j'étais avec ma mère dans l'ascenseur et je faisais CANCER. Et donc, quand j'arrivais, les meufs de l'accueil me voyaient faire ça. Voilà. Moi, je faisais un peu d'animation. Je sais pas si je chantais très bien, mais CANCER, cancer, en faisant un soleil. On est en podcast, on voit pas, mais tu vois la choré. Elle est merveilleuse. Je peux pas lâcher le micro avec les deux mains, ce serait mieux. J'ai eu, j'avais eu mon chirurgien après l'opération. J'ai eu un chirurgien beau gosse quand même, hein. C'est Docteur Mamour. Quand même qui est des bons côtés. C'est-à-dire que mon oncologue m'a envoyé vers que des médecins beaux gosses. J'étais gâtée, hein, que ce soit pour la fertilité ou pour mon chirurgien. Donc Docteur Mamour, après l'opération, vient me voir et il me dit bon Sarah, ça s'est bien passé, c'est super et tout, je suis très content. C'est passé comme une lettre à la poste. Alors je vous prescris un antidouleur un peu strong. Du coup, il faudra pas en abuser. Hein. Doliprane 1000. Voilà, et vous pouvez aller jusqu'à 3 fois par jour. Hein. Allez. En attendant 6 heures entre chaque prise. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et pour finir, une petite sur les copines quand même. Mes copines m'ont beaucoup aidée, mais donc c'était... je vais te présenter un mec, parce que donc j'étais célibataire, hein, c'était un gros sujet. Oh là là, tu vas voir, mais franchement, vous allez trop bien vous entendre. Il s'appelle Mathieu, vous avez plein de points communs. Il a un cancer. Mais c'est ça en fait, voilà. C'est que t'as l'impression que d'un coup tu deviens une sorte de paria, non ? Est-ce que t'as pas ce sentiment-là ? Alors, moi en fait le truc qui m'a vachement protégée, c'est que quand j'étais malade, j'en ai parlé quasi à personne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris que j'étais malade avec mon livre, qui est sorti en 2015, et moi j'étais dans le gros des traitements, Noël 2012 l'annonce, donc les traitements en 2013 surtout quoi. Et du coup,
Il est sorti fin 2015, mon livre. Donc, alors après, j'ai eu des commentaires, je me rappellerai encore de mon post Facebook où je disais que tout allait bien aujourd'hui. Il y a des gens qui mettaient « t'es malade ». Donc ça ressortait un peu. Et j'avoue que j'avais un peu peur que le regard change et que, en fait, les réactions maladroites, c'est pas le cercle proche, c'est quand je me suis ouverte un peu plus. Mais globalement, j'ai plutôt eu de la chance. Après, j'en parlais très peu, j'ai jamais bossé autant qu'à l'époque. Je jouais Manon des Sources au théâtre, donc avec le rôle titre de Manon, donc bien permis de... C'est bien notre métier pour ça, c'est que d'extérioriser les choses. C'est un très beau rôle, Manon. Jouer aussi Gloire au juste, c'était un texte qui était traduit de l'hébreu pour la première fois, où je jouais le rôle de Gloire, c'est un peu une Juliette. Donc j'ai jamais autant tourné qu'à ce moment-là. J'avais j'avais les 7 conseils pour trouver le bon mec et le garder, que je jouais. Oui, donc t'arrêtais pas de bosser, est-ce que c'est ça qui t'a permis de tenir Ça m'a aidé, complètement. Je sais que sur Manon des Sources, par exemple, c'est Céline Mas qui montait le projet. Elle m'avait dit, j'étais obligée de lui dire là pour le coup, on avait commencé les répètes et je lui dis bah voilà, je suis désolée, j'ai ça. Elle m'a dit tu veux qu'on repousse? J'ai dit ah non, m'enlève pas ça en fait, ne m'enlève pas ça, surtout pas. Et la troupe a été hyper cool et on a joué au théâtre Héberto et elle a. Non mais c'est ça parce que si tu restes enfermé chez toi entre 4 murs, c'est pas possible. Tu cogites trop. Donc j'étais très remplie. Et le conseil que je donnerais, ce que j'ai vu, c'est mon psy. C'est pour la première fois de ma vie j'ai vu un psy. Et alors là, au moins, j'avais la bouteille de mouchoir à côté. Donc, je tenais tout le temps. Et il n'y avait que dans son bureau où je craquais. Et je trouve que c'est bien d'avoir un endroit... un exutoire. Ouais, c'est ça. Et puis, il ne faut pas faire d'injonction à être forte, à être... Ça aussi, pour moi, c'est important d'en parler parce que dans le livre et le spectacle, je raconte des choses que je n'ai pas racontées à mon entourage, pour certaines. Et dans le spectacle, je ne sais plus si j'en parle dans le livre, mais dans Cas Surprise, le spectacle, il y a un moment où je suis avec mes amis. Ça s'est vraiment passé, on était en week-end, c'était avant que je rentre à l'hôpital, j'étais partie avec mes copines en week-end. Et je leur dis, attendez, j'arrive, je vais voir un truc dans la boutique en face. Et en fait, je suis sortie pour pleurer et me cacher pour pleurer. Et je me dis... faut pas s'excuser, on a le droit. Et moi, je pense que je me disais, elles doivent déjà être inquiètes, je vais pas prendre de la place, etc. Et voilà. Et je trouve que, et donc, si on n'y arrive pas avec son entourage, il n'y a pas de souci non plus. Mais c'est ok de craquer, c'est une force de craquer. Et c'est une force de dire, je vais me faire aider pour craquer. Et moi, je suis allée voir un psychiatre parce que je voulais que ce soit un médecin qui comprenne mieux ce que je traversais et qui avait des amis. C'est toi qui as eu la démarche d'y aller ou on te l'a conseillé à Non, l'hôpital? personne m'en a parlé. Pareil, c'est quand même personne. Fou. Enfin, je veux dire dans mes proches peut-être, mais je veux dire dans le corps médical, personne. À personne. Mais qui sont ces gens? Bon, je sais pas. On m'en a juste parlé quand j'ai fait un test génétique parce que j'ai une exposition génétique. Du coup, c'est le moment où on m'a demandé, voilà, génétique, parfois ça perturbe un peu. Vous voulez voir un psy? J'ai dit, mais d'où sortez-vous? C'est incroyable. Non, mais après, faut parler. Enfin, c'est important parce que je veux pas rester que là-dessus non plus. Enfin, sur le problème, il y a clairement un problème avec les médecins sur la communication, sur aussi quand on a un cancer jeune, c'est pas les mêmes questions. Moi, je pense que j'ai peut-être eu des médecins qui avaient des femmes déjà ménopausées ou qui avaient déjà leurs enfants où c'était pas un sujet, tu vois, mais je trouve que c'est important de parler de ça. Après, c'est important aussi de dire à quel point on a progressé sur la recherche sur le cancer. J'ai été très bien pris en charge très tôt. J'ai certes une gynéco qui a été un peu légère. Puis tu as eu une opération fructueuse. J'ai eu une intervention. Elle a marché ton opération. Ça s'est bien passé. Je suis là aujourd'hui et je le fais dans le spectacle et dans le livre. Je les remercie, mes médecins. Bien sûr. Je ne serais pas là sans eux. Non, bien sûr. Donc c'est important de le dire et que. Non, mais c'est évident. Mais qu'après, ils peuvent être maladroits. Et comme tu le dis, j'ai beaucoup des médecins hommes. Est-ce que ça aurait été différent? Je ne sais pas. Mais en effet, j'ai eu des hommes et je pense que, je veux dire, c'est comme, je me rappelle, pour le. On te met un truc la veille de l'opération dans le sein et toute la journée, tu as eu des injections. Donc j'étais crevée et tout. Et j'arrive et on devait te mettre une sonde en fait pour l'opération le lendemain. Je me dis, je me suis fait des injections de liquide radioactif quand même. L'après, je ne sais pas trop ce qu'on te met. Hein. Et donc les mecs sont prêts à me mettre la sonde et je dis, attendez, pousse, j'aimerais une anesthésie. J'avais demandé une anesthésie parce que la ponction, j'avais morflé. J'avais dit, on n'est pas obligé de morfler en fait. On a le droit de dire j'ai mal. La douleur n'est pas obligatoire. Et donc ils me disent, bon, c'est bon, ça prend 2 secondes. Franchement, l'anesthésie, ce sera une piqûre de plus. Et là, moi, je leur ai pas dit, mais dans ma tête, j'étais là, ok, puisque c'est ça, moi, je prends la sonde et je vais. Alors, je sais pas s'il y a des mots tabous dans ton tu me coupes. Non, vas-y, je t'en prie. Et comme c'était 2 mecs en face de moi, j'ai envie de dire, ok, ça fait pas mal le truc dans mon sein. Moi, je vais prendre la sonde et je vais l'enfoncer dans ta bite. Kiff, kiff. C'est comme le parallèle entre la mammographie et le fait de dire, on te prend un sein, on te l'écrase entre 2 plaques de. Ouais, voilà. Mais là, on te prend les couilles, c'est pareil. Ah oui, je le fais en plus. J'ai vu ça.
Non, mais c'est clair. Bah non, mais parfois, faut leur. C'est pas grave, ils savent pas. Faut leur expliquer. Ouais. Mais faut leur expliquer et demander, parce que ce jour-là, je regrette, en fait, j'ai pas insisté. Je pensais ça, évidemment, je l'ai pas dit. Et je suis remontée, ma mère m'attendait, c'était avec de l'opération, et je suis remontée, et j'étais en larmes, elle m'a ramassé la petite cuillère, et je me dis, c'était pas elle de faire ça, on aurait dû me faire bien le boulot. Et bah, fais-moi la piqûre en plus avant, c'est pas grave, j'aurais moins mal. On s'est rattrapé parce qu'elle m'avait pris une super pizza et une glace bien calorique, parce que je me suis dit, quitte à mourir demain, si je me réveille pas. On va pas se faire chier sur les calories. Donc bonne pizza, je sais plus quoi, et une glace Ben & Jerry's hot fudge chocolate, très bien. Alors, quand est-ce que c'est allé mieux? Quand est-ce qu'on t'a dit c'est bon, vous en êtes sortis? Alors on ne m'a jamais dit. Donc en fait je me le suis auto-dit. On m'a jamais dit que j'étais en rémission. Alors moi en plus j'ai une exposition génétique, donc je suis surveillée tous les 6 mois encore maintenant. D'accord. C'est quoi une exposition génétique? C'est qu'en fait, il y a certains cancers. Alors, on fait souvent des études quand tu as un cancer jeune, parce que c'est un peu moins fréquent, même s'il y en a quand même beaucoup. Et on fait une petite cartographie des cancers de ta famille. Tu passes une bonne soirée très fun avec tes parents à dire « Attends, lui, il a eu quoi? Il est mort de quoi? Ok, il est mort quand ?» Donc, tu dois faire ton petit arbre généalogique des morts de la famille qui ont eu des cancers, ou des gens dans la famille. Ouais. Et il y en avait pas mal. Alors, je n'ai pas, parce qu'il y a un gène qui est très connu, qui est le gène BRCA1, BRCA2, dont avait parlé Angelina Jolie. Mais ça nous faisait un point commun, donc c'était pas mal. J'aurais préféré Brad Pitt, mais voilà. Et donc j'ai pas celui-là, mais en fait, apparemment, j'en ai sans doute un sur lequel on met pas encore un nom. Donc, d'accord, voilà. Ok. Donc j'ai une surveillance, mais tout va bien. Ouais. J'ai perdu mon fil. Non, en fait, je te demandais, voilà, quand est-ce que tu as décidé quand est-ce que tu sors de trucs, indépendamment de te dire, voilà, je suis contrôlée tous les 6 mois. T'avances quoi, enfin tu vois ce que je veux dire, à partir du moment où tes traitements de choc se sont arrêtés. Ouais. Quand le gros s'arrête, voilà. Tu vois, c'était fin 2013, ça s'arrête. C'était au printemps 2013 et j'ai commencé en juin 2013 le traitement hormonal. Donc moi, une fois que j'avais le traitement, c'est un truc avalé. Bon, clairement qu'il y a plein d'effets parce que ça m'a créé de l'endométriose et mes problèmes de thyroïde. Mais à part ça, moi j'ai continué ma vie. Moi, ce qui m'a vachement aidé en revanche, c'est de témoigner. C'est-à-dire que c'est pile 1 an après les rayons. En fait, c'est comme si je m'étais dit, ça m'est peut-être arrivé parce que je suis déjà comédienne, je raconte un peu ma vie sur scène, même si c'est mes galères d'amour. Et peut-être que ça m'est arrivé pour ça. J'aime bien qu'il y ait une explication. C'est-à-dire que moi, j'ai compris que ça m'avait aidé. Le cancer m'a aidé dans ma carrière aussi. Mais dans mon chemin. Ouais, finalement, dans ton chemin. Finalement, j'avais quitté Publicis, mais j'assumais pas encore. J'assumais pas encore que être comédienne, c'était ma vie. Quand tu passes par ça et que tu dis que peut-être t'es pas là demain, bah, tu te poses un peu moins de questions. Et du coup, ça m'a vachement affirmée dans ma voie de comédienne où je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Et si je pars demain, je veux faire ça. Et je vais me donner à fond pour faire ça, mais je vais arrêter de m'excuser. Je vais arrêter de dire à chaque fois, non, mais j'ai fait ça avant, j'ai fait des études, c'est ça ma vie, c'est mon métier. Donc ça m'a vachement aidée. Et par ailleurs, je me suis dit, peut-être qu'aussi, ça m'est arrivé pour que je passe le relais et que je témoigne. Et donc j'avais pris des notes pendant tout le truc parce que je me disais parfois j'hallucine. On dirait un carnet de bord ton livre, hein, donc c'est quand même assez. C'est le but. Tant mieux parce que pour moi c'est vraiment le but que ce soit un journal intime. Le livre, exactement, ouais. Un peu un carnet de bord pour si ça arrive demain, ce que je souhaite à personne, mais d'avoir un peu un guide pratique de ce que c'est, de mon point de vue bien sûr, mais pour les proches aussi, parce que souvent les proches savent pas comme moi je leur ai caché des trucs. Et du coup, ça m'a donné un peu une raison d'être, ce livre supplémentaire. Et après, le spectacle est venu comme une évidence. J'ai pas réussi à en parler tout de suite sur scène. J'avais ajouté un sketch dans mon spectacle, mais ça passait pas. Après, quand on jouait mon deuxième one, Loseuse de l'amour, que j'ai joué au Paname, qui est un super lieu de stand-up, je commençais à parler du livre à la fin. Et puis après, j'ai commencé par jouer des trucs un peu à la fin dessus. Et après, on m'a dit, c'est marrant, ta vraie voix sur les 10 dernières minutes du spectacle. Et là, alors je l'ai pas écrit seule, je l'ai coécrit avec Elise MacLeod qui met en scène aussi. Et ça m'a aidé de le mettre en scène avec quelqu'un qui n'était pas passé par là, mais qui était sensible, qui était une femme aussi, qui avait ce regard-là, qui m'a beaucoup aidée, et qui est australienne, donc elle a complètement le côté anglo-saxon que j'aime aussi, de parler des choses difficiles avec humour. Parce que c'est déjà plombant, alors. Et de jouer le spectacle. Alors avec le livre, j'ai commencé à rencontrer des personnes qui étaient passées par là. J'ai fait mes plus belles rencontres parce que grâce à ça, à ce combat, les rencontres, c'est vraiment le. Je peux pas l'expliquer, mais en fait, on se reconnaît. Il y a un truc très très fort. On se comprend, on est là les unes pour les autres. Et du coup, j'ai fait de très très belles rencontres. Et le spectacle, ça a été une évidence parce que finalement, c'est sur scène que je me sens à ma place. Et donc, à surprise, ça fait maintenant 4 ans que je le joue et de le jouer, que ce soit dans des théâtres parisiens, là j'ai joué beaucoup au Déchargeur surtout, et de le jouer pour des assos de femmes, enfin ça c'est les dates les plus fortes quoi. En hôpital, à Curie, j'ai joué
à Léon Bérard à Lyon. Je joue aussi en entreprise. Devant une école de commerce aussi, tu as fait un spectacle? Ouais, j'avais fait un témoignage quand j'avais encore le livre à l'ESCRN. Et c'est juste que quand j'ai une assemblée de personnes touchées... Maintenant, je fais un appel. S'il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont en fac de médecine, que vous soyez médecin, prof ou étudiant, je viendrai avec plaisir jouer le spectacle et montrer le côté patient. On en parlait avant d'enregistrer, mais je pense que ce serait une très bonne idée que tu joues en fac de médecine. Ce serait ce serait un grand plaisir. Excuse-moi, je t'interromps. Non, je t'en prie. Non, en fait, j'avais une question sur... alors, encore une fois, on n'est pas médecin, ni toi ni moi, mais toi, tu as vécu des choses que je n'ai pas vécues. Moi, j'ai toujours eu un instinct, après, peut-être que je me trompe, mais que la pilule crée des cancers. Alors, est-ce que je me trompe ou pas? Est-ce que toi, tu as une manière de vérifier ces choses-là? Est-ce qu'on t'en a parlé? Mais voilà, c'est un soupçon personnel qui n'est vérifié sur rien. Je n'ai pas de thèse dessus médicale, j'ai pas lu d'études, mais je me dis, est-ce que cette pilule n'est pas génératrice finalement de cancers qui n'existaient pas avant cette pilule? C'est une vraie question. Surtout qu'avant, il n'y avait pas la pilule. Il faudrait savoir s'il y avait autant de cancers chez les femmes, comme tu disais. Moi, ce qui est sûr, c'est que je suis interdite de pilule, donc ça dit quelque chose. Depuis mon diagnostic. D'accord. Donc moi, pendant les 5 ans d'hormonothérapie, on m'a mis un stérilet, mais un stérilet non hormonal, parce qu'il faut se méfier, parce qu'il y a des stérilets hormonaux, qui dégagent des hormones, pas et mieux. Puis d'autres qui sont juste des stérilets mécaniques, quoi. C'est ça. Et en cuivre, qui sont pas très agréables, surtout que moi, j'avais pas eu d'enfant. Je crois que quand t'as eu un enfant, c'est un peu plus facile. C'est de ça dont on n'a pas parlé. T'as eu ton enfant très peu de temps après, finalement. Enfin non, pas très peu de temps, mais je veux dire, tu l'as eu en 2019, c'est 2020, début 2020. Ouais. Donc t'as réussi à avoir un enfant. Ouais, j'ai réussi à avoir un enfant. Et c'est aussi pour se dire, parce que je me dis que si après tout ça, un enfant, c'est possible, tout est possible. Ouais, voilà, excuse-moi, j'ai fait deux sujets en un, mais c'est vrai que... Non, mais t'inquiète, mais sur la... Voilà, sur la pilule, je me pose beaucoup de questions et je me demandais si toi, t'avais eu des sources particulières, je sais pas... Moi, j'en ai pas eu particulièrement, mais je pense que tout ce qui est, comme on le disait tout à l'heure, tu vois, tout ce qui est perturbateur endocrinien, tu vois, on dit que c'est dans l'alimentation, je pense que c'est aussi beaucoup dans des trucs chimiques qui sont pas naturels. La pilule, c'est pas naturel. Maintenant, il y a des pilules, en fait, qui font que t'as jamais tes règles. Je suis désolée, mais c'est un problème. Ouais. Donc, et je crois que si je dis pas de bêtises, c'est en Allemagne où le premier moyen de contraception, c'est le stérilet. Je sais pas pourquoi on n'en fait pas plus. Alors je pense que c'est parce que c'est douloureux de le mettre et tout. Est-ce que ça coûte plus cher? Va savoir. Est-ce que ça sert moins les labos? J'y pensais pas, mais là en parlant, c'est sûr que le stérilet en cuivre, ça doit moins. Voilà, tu le changes que tous les 4 ans. Et est-ce que les labos, la pilule, j'imagine pas la tonne que c'est Donc, connaissant les lobbies des labos, de loin, c'est pas mon travail, mais j'imagine qu'il y a... Il y a forcément un truc. Il y a quelque chose là-dedans. Mais pour moi, c'est évident que c'est pas bon. Mais moi, les copines autour de moi, je leur dis d'essayer le stérilet, quoi. Moi, je trouve que c'est soit de rien faire et de faire de façon naturelle. Mais je pense qu'il faut faire attention et s'il vous plaît, allez chez votre gynéco. Si vous avez l'âge d'en faire, faites une mammo tous les ans. Faites une mammo 2 fois par an si jamais vous avez des expositions dans votre famille, etc. Et les hommes, vous avez d'autres moyens. Vous pouvez aller voir votre généraliste. Vous pouvez faire des prises de sang régulièrement. C'est ça aussi, c'est avec les prises de sang qu'on voit beaucoup de choses. Bien sûr. Mais il faut prendre soin de soi, quoi. Surtout passer un certain âge, mais bon, ça vient plus vite qu'on ne le croit. Mais c'est ça. Il faut pas se dire, c'est bon. Alors, c'est pas du tout pour être dans l'angoisse. Moi, je me dis juste que ça peut servir, mon histoire. Je me suis rendu compte que, voilà, dès lors qu'on a plus 20 ans, même si par malheur ça peut arriver à la vingtaine, mais c'est vrai que on voit pas le temps filer et en fait il faut se prendre en main et il y a plus papa et maman pour nous dire va faire ci, va faire ça, etc. quoi. On peut se le faire entre copines du coup. Moi je fais les rappels, j'engueule. Je peux dire quand j'ai des copines proches en plus qui me disent je suis pas allée chez ma gynéco depuis 1 an ou 2, je dis pardon. J'ai pas fait le check, il faudrait que je me fasse des alertes. Non, faut y aller. En plus c'est facile pour nous, on a la gynéco. Enfin tu vois, c'est un truc qui existe. On a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance. Faut faire gaffe. Faut juste qu'elle check tout, mais la santé, c'est amusant, tu sais, avant, dans les vœux, quand on disait bonne santé, je disais, c'est le truc que je squeeze et tout. Maintenant, c'est le premier truc que je souhaite. Et si tu l'as plus, t'as rien. T'as rien et on peut en prendre soin. On peut pas tout contrôler, mais on peut contrôler de prendre soin de soi. Bien sûr, on peut anticiper plein de choses. Ouais. Sarah, quelle est ton actu aujourd'hui? Est-ce que tu as des choses dont tu veux nous parler, des spectacles que tu joues en ce moment, des choses que tu fais? Alors, je suis sur un nouveau projet assez amusant parce que je suis assez contente de retrouver une troupe. C'est Dream Factory qui fait ça et c'est Elisa Calmat qui met en scène. C'est une adaptation de Terminator 2 en théâtre immersif. Oula! Donc, ça va être à Montreuil.
Tour Orion, et donc il y aura tous les espaces du film. Donc il y aura le désert, le bar, Cyberdine pour les ordi et tout. Ça veut dire qu'on a un casque devant les yeux pour le regarder? Non, c'est que tu vas vraiment te balader dans le décor en fait. Il y aura vraiment ce décor-là qui est en train d'être construit. D'accord. Oui, moi j'étais tout de suite partie en ça réalité ça pourrait. Mais ce qui est marrant, c'est que justement c'est réel, c'est là. Donc on est entre le théâtre et le cinéma, et au lieu de rester assise dans ton siège, tu te balades. Génial. Et tu suis les personnages. Et donc ça, je suis hyper contente. Ça se lance le 16 juin. Donc il y a ça, et pour l'instant ça joue au moins jusqu'à la fin décembre, je crois. Okay. Donc j'ai ça, j'ai Cas surprise, donc mon spectacle c'est la lettre K, hein, parce que en fait le cancer entre nous on l'appelle souvent, enfin toutes les copines K-fighteuses que j'ai, le K plutôt que le crabe. Il y a Maison K aussi, c'est une jeune femme qui a monté une marque de mode, non? C'est pas ça? Ah, c'est Mister K, c'est une amie, c'est une de mes plus belles rencontres. Charlotte, c'est une de mes plus belles rencontres. Elle a monté une marque de vêtements. Ouais, qui s'appelle Mister K, et qui a mon mantra préféré, Never Give Up. Ouais. Qui est super. Qui a l'air adorable. Elle est hyper sympa. Ouais, Charlotte est super. C'est vraiment une très belle rencontre, et sa marque est top. Et c'est vraiment des bons produits. En recyclant des matières et tout. Donc ton spectacle. Et donc j'ai mon spectacle Cas surprise que je joue. J'espère reprendre bientôt au théâtre. Là, ça fait 4 ans que je le joue, mais il y a une année Covid, donc voilà. Donc j'aimerais le reprendre, et je le joue aussi pour Octobre Rose pas mal, donc pour des associations de femmes malades, ou pour des entreprises ou des hôpitaux. Et puis voilà. Après, il y a la dernière étape pour boucler la boucle, en dehors de jouer le spectacle devant des étudiants, c'est d'en faire quelque chose à l'image. Ouais. Donc on est en train de regarder sur le format, mais voilà, c'est de me dire il y aura un livre, un spectacle, et j'espère un film ou une série pour que je puisse me dire que j'aurais l'impression de pouvoir aider les gens. Enfin, il y a des gens qui vont pas lire de livres, il y a des gens qui vont pas au théâtre. Si tu as les 3 supports. Et pour moi, c'est vraiment hyper important de passer le relais. Et c'est comme si pour moi, c'était une façon de. Et puis maintenant, il y a le podcast. Reconstruire. Et voilà. Sarah, je finis toujours mes interviews par les mêmes questions. Parce que là, on arrive à la fin, mais tu reviendras quand tu veux. Est-ce que tu auras un coup de cœur à nous donner? Enfin, voilà, coup de cœur, coup de gueule, et la vision de la France. Ouh là là. Alors, sachant que je le répète à chaque fois, mais pour moi c'est important de finir les interviews avec les mêmes questions, quel que soit mon invité. Le coup de cœur, ça peut être un livre, une pièce de théâtre, peut-être éventuellement quelque chose que tu as lu, vu. Le coup de gueule, c'est un coup de gueule, ça porte bien son nom. Et ta vision de la France, c'est une question qui n'est pas politique, plutôt sociale ou sociétale, tu vois. J'ai pas forcément envie que tu me parles de tes positions politiques, hein, non. mais vraiment, je pose souvent cette question à des gens qui vivent en France depuis un certain temps, parce que ça m'intéresse. Alors, si je commence par les coups de cœur, j'ai 2 livres récemment, mais il y en a un que j'ai pas fini. Qui s'appelle Kilomètre Zéro de Maud Ankawa, tu vois. Je trouve que c'est intéressant de... Alors en plus, j'avoue que j'ai commencé le truc où je me suis dit, oh non, Rudul, mais Institut Curie. Bon, j'avais pas forcément envie de lire un truc sur le cancer, et en fait, s'il y a des personnes comme moi, ce n'est pas sur le cancer du tout, en fait. Enfin, ce n'est pas sur le cancer. C'est plutôt la quête spirituelle de l'amie de la jeune femme qui a un cancer. Parce que je me suis dit, oh non, j'ai pas forcément envie de... Voilà. De te replonger dedans. Et en fait, pas du tout. Et je trouve que c'est vraiment super. On a parlé de ce livre. Il y a notamment quelque chose, à un moment où tu choisis, tu sais, je voudrais pas, j'espère que je ne dis pas bien, je ne détourne pas les propos, mais je pense que c'est l'idée où tu mets 3 grands galets qui sont tes priorités. Et après, il faut que tu l'appliques dans ton quotidien. Donc, il y en a un qui met la santé. Enfin, tu vois, quelles sont les trois choses primordiales dans ta vie. D'accord. Les piliers. Mais du coup, après, il faut que tu mettes des choses en place pour que ce soit pas juste de le dire. Après, de mémoire, c'est des plus petits cailloux. Donc c'est ce qui est secondaire. Et ensuite le sable, c'est vraiment le sub. Et voir après comment tu l'appliques dans ta vie. C'est déjà de se poser, de se dire le truc. Parce que parfois on va dire tu veux ça, ok. Et toi ta vie actuellement c'est quoi? Bah non, c'est plutôt le sable qui prend toute la place. Et donc c'est intéressant. Bien sûr. Et voilà, je suis dans une phase où ça me fait du bien de lire. Je trouve que ça booste. Et un autre livre qui est génial, c'est Big Magic de Elizabeth Gilbert, qui était connue pour avoir fait Eat, Pray, Love. Oui, et qui avait été très connu pour ça. Et là, c'est Big Magic. Big Magic, ok. Et c'est génial, je le conseille à tous, que vous soyez créatif ou pas. Bah, toi, t'es créative aussi, puisque t'as ton... Bah si. La créativité, c'est à plein de niveaux différents. C'est pas forcément sur scène ou dans les arts.
Et je trouve ça très intéressant parce que ça déjoue plein de choses. Tu sais, tous les blocages que tu peux avoir avant de te lancer dans un projet. La peur de l'échec, la peur de regard des autres. Et je trouve que ça booste. C'est même un livre, je trouve que, tu sais, je l'ai laissé sur ma table de chevet en me disant, tiens, je vais le relire à un moment. J'ai surligné plein de trucs, c'est ce que je fais souvent, voilà. Et c'est vraiment un truc très boostant pour se dire que il faut pas avoir peur, qu'il faut se lancer, que le regard des autres, n'est pas ce qui doit nous diriger. Et aussi sur le côté un peu artiste modine, on n'est pas obligé d'être misérable pour créer des trucs chouettes. Bien sûr. Et c'est hyper intéressant, ça déjoue un peu tous les trucs et je trouve que c'est un super livre très boostant. Magnifique. Et donc voilà. Après, il y avait le coup de gueule. Mais t'es pas obligé d'en avoir. Hein. Je précise à chaque fois que c'est absolument pas une obligation. Tu peux ne pas avoir de coup de gueule. Ou tu les as peut-être déjà passés de manière détournée. Pas d'obligation, franchement, si t'en as pas. Ouais, non, mon coup de gueule, ce serait globalement contre l'intolérance en général et parfois je trouve qu'on gagnerait à être tous. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit, alors c'est en anglais, mais on va la traduire tout de suite, mais c'est everyone is fighting a battle you know nothing about. Be kind always. Et c'est ça. C'est chacun se bat contre quelque chose, a l'air tout sourire et rien ne va dans sa vie, etc. Et je trouve qu'il y a parfois beaucoup de. Surtout on peut pas savoir où il en est dans sa vie. Donc, c'est ça. Par essence, c'est par comment dire. Sois gentil, quoi. Enfin, en gros, c'est ça. N'attaque pas les gens. Je trouve que d'être gentil et voilà. Et donc mon coup de gueule, ce serait contre les gens qui le sont pas ou qui sont. Bien sûr. Dans des choses que j'aime pas, de manipulation ou autre. Enfin, voilà, et d'être gentil et bienveillant, ça coûte pas plus cher en fait. Non, mais c'est évident. Et je pense que c'est que comme ça qu'on peut mieux vivre ensemble, mieux travailler ensemble et en se respectant les uns les autres. Donc voilà, ce serait ça. Et ensuite, qu'est-ce que tu penses de la France? Eh je suis contente que la haine ne soit pas passée au pouvoir, ça j'ai le droit de le dire. Bien sûr. Je l'assume complètement. J'aime pas parler politique en dehors de ça, mais là oui, je suis vraiment contente que je comprends la colère et que la vie est très dure pour beaucoup et qu'ils sont pas contents, etc. Mais voilà, en tout cas, je suis contente qu'on reste dans une démocratie où la haine n'est pas arrivée. C'est déjà bien. Je pense qu'on a un très beau pays, qu'on a beaucoup de chance et qu'on s'en rend pas toujours compte. C'est marrant, mais tu vois, tout le monde... Mais tout le monde me répond la même chose. Mais tu trouves pas, non? Je pense que oui, en sachant que... Attends, c'est pas parfait, hein. C'est pas de dire on est au pays des bisounours, si vous en rendez pas compte, allez voyager. Non, c'est juste de se comparer aussi en se disant qu'on a beaucoup de chance. C'est-à-dire que moi, à un moment, je me suis posé la question, j'ai pas de honte à le dire, aller voter ou pas. Ouais. Je me suis vraiment posé la question, bien avant le premier tour, je me dis, mais est-ce que j'ai envie d'aller voter? Est-ce que ça me plaît pas? Bon, puis j'ai eu une discussion avec mon père qui a donc 79 ans. Ouais. Et il me dit, mais t'es vraiment une petite conne. Hein. Il m'a pas parlé comme ça, mais il m'a dit, mais dis-moi, on a de la chance. Hein. On a de la chance de pouvoir aller voter. Pas le cas partout, donc t'es gentil, tu vas voter. Et en fait, c'est bête, mais c'est le fait d'avoir eu cette personne, cette personne d'une génération nettement au-delà de la mienne, qui a vécu la guerre. Tu vois, ça m'a replacé un peu dans mon contexte où je me suis dit, mais il a raison. Ouais. Parce que finalement, à nos portes, là, en Ukraine, tu vois ce que je veux dire, il se passe des choses hallucinantes que nous, on prend pour acquises. Et c'est vrai que je crois qu'on est dans un contexte mondial où des choses que l'on considère comme acquises en France ne le sont tellement pas ailleurs. Ah, mais c'est sûr, ouais. Tu vois, j'ai encore un copain, j'ai un de mes meilleurs amis qui vit au Vietnam depuis maintenant 10 ans, 9 ans. Il est beaucoup plus informé que moi à l'échelle mondiale parce que lui, il part pas du prisme franco-français pour regarder l'état du monde. Et hier, il m'envoie un message, il me dit, mais regarde le Myanmar. Et je dis, quoi le Myanmar? Il me dit, mais il y a un génocide dont personne ne parle depuis X. Et à un moment, je lui dis, mais mince, il a raison. Enfin, comment dire? C'est-à-dire que nous, on est là sous notre petite cloche avec nos sujets, etc. Oui, effectivement, il y a plein de choses qui vont pas en France. Je pense qu'il y en a beaucoup. Bien sûr. Ah oui, non, mais attends, j'enlève pas du tout. Et puis, il y a des gens qui sont dans des situations précaires. Enfin, tu vois, il y a un vrai dysfonctionnement de fond. C'est sûr. Mais on part de très loin. C'est aussi ça. C'est qu'on part d'un sujet où, voilà, la France, c'était quand même
le prestige et l'excellence sur bien des domaines. Et c'est vrai que je pense qu'on s'est un peu cassé la gueule sur plein de trucs. Mais c'est ça aussi, pour rebondir ce que tu dis aussi, c'est que quand je dis on a de la chance en France, c'est pas pour dire que les droits, les machins, c'est de dire c'est un beau pays, c'est la richesse qu'on a, c'est l'agriculture, c'est toutes les ressources qu'on a aussi. Enfin, tu vois, c'est que ça se fait plus. Enfin, tu vois. J'essaye d'analyser le fait que tout le monde me réponde la même chose. Ouais, mais c'est marrant, c'est clair. Réponse, alors moi, je peux te dire un truc très simple, c'est que je serais tombée malade dans un autre pays, j'étais dans la merde. Je suis d'accord. Et alors ça, moi qui ai des problèmes de santé et qui, comme t'as les doubles trucs, après t'as l'endométriose, les problèmes de fertilité qui sont liés au cancer, toutes les doubles et triples peines derrière, même si j'ai énormément de chance et que je suis là et que j'ai eu un cancer beaucoup moins grave que beaucoup, donc tout va bien, je me plains pas du tout. Mais en revanche, oui, merci au système de santé en France, parce que là, je sais pas. Je veux dire, si t'as pas les moyens, là, tout le monde est soigné en France, pareil. C'est une grande chance, ça. Sarah, avant de te quitter, en fait, hier, j'ai appris une très mauvaise nouvelle. J'ai une amie qui a appris qu'elle avait un cancer. Elle est dans un stade où... elle est dans un stade où elle a même pas la force de me dire lequel. Enfin, quel cancer elle a. Du coup, quel message premier tu lui donnerais? Si t'en avais un. Je lui dirais de se battre, même si on lui a dit que c'est fini. Enfin, ou même si on lui dit que ça va être très dur, que c'est compliqué, que de se battre, d'aller voir un autre avis par rapport à ce qu'on lui a dit. Parce que moi, ça m'a aidé aussi, même si je suis restée avec mon premier médecin, ça m'a aidé d'avoir un autre avis, notamment par rapport à la chimio aussi, pour être sûr qu'il fallait pas, avoir avoir un autre avis. C'est très important de s'entourer, donc il faut pas se fermer. Alors je sais que c'est facile à dire, mais au moins, par exemple, vous, si vous êtes proche, ou donc d'en parler, en tout cas d'essayer d'en parler. Si elle n'arrive pas à en parler, d'en parler à un médecin, mais de vraiment s'entourer, de pas se renfermer sur elle-même, et que c'est pas grave si elle a pas tout de suite le côté battante, etc. C'est normal de se prendre le mur et d'avoir le temps de le digérer. Mais voilà, faut vraiment être en confiance avec ses médecins. Donc si elle le sent pas ou si elle veut avoir un autre avis, c'est d'avoir un autre avis. Et c'est de se battre moi, c'est ce que je me suis dit, et c'est mon mantra qui m'a guidée, que Charlotte a sur beaucoup de ses vêtements et tout. Donc, je commande souvent chez Charlotte parce qu'elle reverse aussi. En plus, elle la recherche à Gustave Roussy, mais le mantra Never Give Up, qui n'abandonne jamais. Et j'espère pouvoir lui donner un peu d'espoir. Moi, je me dis, je m'en suis sortie. Si j'étais pas allée chez ma gynéco ce jour-là, je serais peut-être pas là aujourd'hui pour vous parler. Et j'ai eu un bébé après tout ça. Donc, c'est un bébé après un cancer, c'est possible, tout est possible. Donc, peut-être que ça lui donne une lueur d'espoir de voir d'autres gens qui y sont passés. Et qu'il y a beaucoup de gens maintenant, ils ont fait beaucoup de progrès dans la recherche, et même les médecins parfois se trompent et disent c'est tel stade et puis ça va être compliqué, puis finalement ils trouvent des solutions. Il y a l'immunothérapie maintenant, ils ont vachement progressé là-dessus, qui est moins invasif que la chimio. Il y a plein de traitements possibles, et de jamais abandonner, de rester sur le ring, de pas abandonner. Et qu'on est là, et qu'il y a beaucoup de frères et sœurs de combat, et que c'est une communauté très solidaire. Ouais. Et que moi, si elle veut m'appeler, elle m'appelle. C'est gentil. Merci beaucoup, Sarah. Bonne continuation à toi. J'étais ravie de te recevoir, et à bientôt. À bientôt, avec plaisir. Sarah. Merci, Estelle. Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcast, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast, Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel, et à très vite pour un prochain épisode.